Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. À Tripoli, dans le nord du pays, l'effondrement d'immeubles vétustes n'est plus un accident isolé, mais le symptôme d'une crise profonde. Bâtiments fragilisés, négligence accumulée, absence de contrôle et pauvreté grandissante exposent des milliers de familles à un danger permanent. Après le drame qui a coûté la vie à plusieurs personnes, la ville s'interroge. Combien d'immeubles menacent encore de s'écrouler et jusqu'à quand les habitants devront-ils vivre sous la menace ? Une nouvelle fois, Tripoli se retrouve face au dilemme de l'effondrement d'immeubles délabrés au milieu d'une colère intense due à la négligence persistante au fil des ans. Les blessés sont toujours à l'hôpital, tandis que le nombre de victimes a atteint 15 personnes. Il a été rapporté aujourd'hui que plusieurs bâtiments avaient été évacués par les forces de sécurité en raison de risques d'effondrement. Aujourd'hui, nous retombons une fois de plus dans la même erreur. Tout d'abord, le bâtiment qui s'est effondré n'avait pas été inscrit sur la liste des constructions inspectées. On est en droit de se demander pourquoi. Cet état des lieux a-t-il été réalisé avec l'aide des spécialistes en utilisant des techniques modernes et de haute qualité, ou bien a-t-il été effectué de manière approximative et non professionnelle? Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il a été affirmé que l'immeuble voisin, qui devait initialement s'effondrer, ne l'a finalement pas fait sous prétexte qu'il avait été évacué. Or, nous découvrons aujourd'hui qu'il est toujours habité. Cela constitue une responsabilité extrêmement lourde qui incombe à chacun, car tout le monde sait, et personne ne peut prétendre aujourd'hui ne pas être au courant. Nous avons alerté. Toutes les parties concernées ont alerté. La responsabilité de l'État libanais est évidemment engagée en ce depuis de décennies, de manière très significative, pour n'avoir jamais mis en place de solutions durables pour la ville de Tripoli. Tripoli est une ville constamment marginalisée, abandonnée, oubliée, sans véritable soutien ni interne ni externe. Toute personne qui traverse Tripoli ne peut qu'être frappée par ces bâtiments fissurés et menaçant ruine. Nous parlions autrefois des bâtiments patrimoine en disant qu'ils risquaient de s'effondrer. Aujourd'hui, ce ne sont plus les bâtiments historiques qui sont en danger, mais bien les immeubles habités, peuplés de familles, d'enfants, des jeunes et des personnes âgées qui payent aujourd'hui le prix fort. Je dirais même qu'il s'agit d'un véritable martyr face à ces catastrophes qui s'abattent sur la ville de Tripoli. Tripoli aujourd'hui rassemble sa tristesse laissée par la négligence persistante au fil des années. Pierre Beya, Télé Liban. À l'occasion de la Saint-Maron, nous vous emmenons ce soir dans un lieu chargé de spiritualité, le couvent de Marcharia près de Broumana. Là-bas, moines et novices perpétuent une tradition monastique ancienne, entre prière, travail de la terre et transmission d'un héritage spirituel profondément ancré dans l'histoire maronite. Rencontre avec ceux qui ont choisi cette vie, parfois très jeunes.
Un moment central dans leur journée, un héritage spirituel directement lié à Saint-Maron, ermite du IVe siècle, dont la tradition repose sur l'ascèse, la contemplation et la vie communautaire. Après l'office, rencontre avec le père Robert. Il est maître des novices. Son rôle, accompagner ces jeunes hommes dans leur discernement et transmettre. Maronite de Blaouza, du nord du Liban. Il a envoyé des moines sur cette colline ici pour fonder l'ordre antonin maronite. Et alors c'était une révolution, voilà, une réforme très importante dans la vie de l'Église et dans la vie du monachisme maronite. À Macharia, la vie suit un rythme ancien, entre spiritualité et enracinement dans la terre, à l'image de Saint-Maron, dont l'héritage continue d'inspirer bien au-delà des murs du couvent. Et toujours au Liban, certaines morts refusent de se taire. 20 ans après le début d'une série d'assassinats politiques, les visages s'effacent, les lieux changent, mais la violence, elle, reste inscrite dans la mémoire. À l'occasion du 5e anniversaire de l'assassinat de Lokman Slim, une exposition tente l'impossible, lutter contre l'oubli. Son nom, Remaining, ce qui reste. À travers une série d'images puissantes et sensibles, Remaining documente les assassinats politiques au Liban depuis 2005. Mais ici, pas de scène spectaculaire,
Pas de sang, pas de mise en scène. Ce que l'on voit, ce sont des visages, des proches, des objets du quotidien, confiés par les familles, des fragments d'intimité, chargés d'histoire et de deuil toujours ouverts. Fruit de plusieurs mois de travail, le projet repose sur des rencontres longues, profondes, parfois douloureuses, avec les familles des victimes et les survivants. Les photographies retournent aussi sur les scènes des crimes, des lieux ordinaires marqués à jamais par la violence politique. Ici, rien n'indique ce qu'il s'est passé. Et pourtant, tout y résonne encore. Et franchement, je dirais que tout le monde a la responsabilité de venir voir cette exposition. Parce que c'est un rappel très très dur, mais très nécessaire de ce qui s'est passé au Liban, de ce qui reste à faire en termes de, je dirais même pas justice, parce qu'il ne peut pas y avoir de justice quand les gens ont été assassinés, qu'il n'y a pas moyen de les faire revenir, mais au moins de faire en sorte que les responsables soient exposés, qu'il y a des réponses et que surtout qu'on fasse tout pour que ça ne se reproduise pas. Et j'espère justement qu'il y aura des réponses, pas uniquement sur les assassinats, mais par exemple aussi pour l'explosion du port, qui reste également une horreur qui n'aurait jamais dû arriver et pour laquelle il faut aller de l'avance avec l'investigation et les procédures. Derrière l'objectif, le photographe Édouard Liès, sous le commissariat de Katia Jarjoura. Son regard s'attarde sur ce qui subsiste, des présences fragiles, profondément humaines, celles qui résistent à l'effacement. Au-delà de la mémoire individuelle, Remaining éclaire une période sombre de l'histoire contemporaine du Liban, une époque marquée par l'usage systématique de l'assassinat politique pour faire taire la dissidence. Ces crimes ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une logique de contrôle nourrie par la peur et par l'absence persistante de justice. Dans ce contexte, ce souvenir devient un acte politique. Visiter l'exposition est un geste de résistance, un refus de laisser disparaître les noms, les visages et les histoires. Bien sûr, on est en train de commémorer pour la 5e fois l'assassinat de Lokman, mais il ne faut pas oublier que le Liban a connu plus que 200 assassinats politiques depuis l'indépendance. Et moi, je crois que seulement nous, ensemble, on est forts. Si chaque famille, toute seule, essaie d'avoir justice, ça va être beaucoup plus difficile que si on est tous ensemble et demande justice. Oui, Lokman, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte pour moi et elle n'est pas morte pour plein de gens. Et on ne peut pas tuer des idées, on ne peut pas tuer la parole, on peut tuer la personne, mais pas les idées. Et les idées, elles restent. Remaining a ouvert ses portes le 7 février 2026 à Union Marks, aux usines Abrouillant à Burj Hammoud. L'exposition est visible jusqu'au 3 mars, tous les jours, de 14h à 20h. Ici, on ne regarde pas le passé, on lui fait face. En Iran, cette fois, la pression s'intensifie sur le camp réformateur. Le porte-parole du Front des réformateurs a été arrêté par les gardiens de la Révolution dans un contexte de répression accrue après les manifestations de janvier. Cette vague d'arrestation intervient alors que Téhéran affiche sa fermeté face à Washington sur le dossier nucléaire, malgré la reprise des négociations à Oman. En Iran, le durcissement politique se confirme. Le porte-parole du Front des réformateurs, Javad Imam, a été arrêté à son domicile par les gardiens de la Révolution selon plusieurs médias iraniens. Figure du camp réformateur, Javad Imam avait été en 2009 l'un des responsables de campagne de Mir Hossein Mousavi, toujours assigné à résidence. Son arrestation s'inscrit dans une série d'interpellations visant des personnalités politiques critiques du pouvoir. Parmi elles, Azar Mansouri, chef du Front des réformateurs, mais aussi deux anciens responsables politiques, Ibrahim Asgharzadeh et Mohsen Hamidzadeh. Les autorités judiciaires évoquent des accusations de collusion avec les États-Unis et Israël.
Cette répression intervient dans un climat déjà tendu après les manifestations massives de janvier, durement réprimées et alors que plusieurs intellectuels et artistes ont été inquiétés, dont des cinéastes iraniens de renom et la militante Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, condamnée à 6 ans de prison. Sur le plan international, le temps reste tout aussi ferme. Après une première session de négociations nucléaires à Oman, Téhéran a réaffirmé qu'il ne renoncera pas à l'enrichissement de l'uranium, même en cas de guerre. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, dit être prêt à des mesures de confiance, mais uniquement en échange d'une levée des sanctions. Face au déploiement militaire américain dans le Golfe, Téhéran avertit « Toute attaque pourrait viser les bases américaines et menacer le détroit stratégique d'Ormuz ». L'Iran affirme donc une ligne dure, au risque d'un nouvel embrasement régional. « 3 millions de nouveaux documents, des milliers de courriels et un scandale qui continue de s'étendre bien au-delà des frontières américaines. Les nouveaux Epstein Files, publiés par la justice des États-Unis, révèlent des liens directs ou indirects entre le pédocriminel Jeffrey Epstein et le Liban. Professionnels, circuits financiers, échanges troubles, sans constituer en soi des preuves d'infraction, ces documents lèvent le voile sur des ramifications inattendues au cœur du Moyen-Orient. Décryptage, Édouard Sfer. Jeffrey Epstein, un nom devenu symbole mondial de l'impunité, de l'argent et de l'exploitation sexuelle de mineurs. Mort en prison en 2019, officiellement par suicide, le financier américain continue pourtant de faire parler de lui. Pendant des décennies, Jeffrey Epstein a bâti un réseau tentaculaire mêlant finance, pouvoir et crimes sexuels. Condamné une première fois en 2008 pour agression sexuelle sur mineurs, il continue pourtant à évoluer au plus haut niveau, côtoyant chefs d'État, hommes d'affaires et célébrités. Son jet privé, surnommé le Lolita Express, devient l'un des symboles de ce système opaque. Le 30 janvier dernier, la justice américaine publie 3 millions de nouveaux documents. Des courriels, des relevés de vol, des échanges financiers, et dans cette masse vertigineuse, un pays qui revient à plusieurs reprises, le Liban. Attention toutefois, être cité dans ces documents ne constitue pas une preuve d'infraction, mais ces éléments dessinent des réseaux, des proximités, des zones d'ombre. Sur son île privée des Caraïbes, surnommée par les habitants l'île de la pédophilie, Epstein soigne l'esthétique. À l'été 2018, soit 10 ans après sa première condamnation, un architecte d'intérieur libanais, Kifah Laham, est sollicité pour repenser les lieux. Vol en classe affaires, voyage sur l'avion privé d'Epstein, réunion à Paris, puis sur l'île. Les documents judiciaires évoquent aussi un possible paiement de 30 000 $. Les échanges se poursuivent jusqu'en février 2019, quelques mois avant l'arrestation du financier. Une autre Libanaise apparaît dans les fichiers, Karen Shekerjian, décoratrice d'intérieur. En 2016, Epstein la contacte pour décorer son ranch, son île et son jet privé. La designer affirme n'avoir jamais rencontré Epstein ni donné suite à la collaboration. À l'époque, dit-elle, elle ignorait tout de ses crimes et de ses affaires judiciaires. Plus troublant encore, certains courriels suggèrent qu'Epstein aurait envisagé des activités professionnelles, voire un logement à Beyrouth. Aucune entreprise à son nom n'apparaît toutefois au registre du commerce libanais. Les échanges montrent aussi son rôle d'intermédiaire entre financiers américains et banques libanaises ou régionales, avec un ton souvent ouvertement sexuel. « Sex is better in Lebanon », disait Epstein dans un courriel de 2010. Une phrase glaçante, symptomatique d'un homme qui sexualise tout, partout, y compris les relations d'affaires. En 2012, Epstein intervient pour mettre en relation un avocat britannique et un milliardaire yéménite afin de défendre un homme accusé de viol et de meurtre à Londres. Les fonds transitent par Beyrouth, probablement pour contourner les restrictions bancaires internationales. Là encore, aucun élément n'indique une implication libanaise directe dans les crimes, mais Beyrouth apparaît comme un point de passage financier. Le nom de la famille Hariri apparaît également dans les dossiers. Aucune preuve de rencontre directe avec Jeffrey Epstein. Les échanges indirects, des mentions, des questions restées sans réponse. Ces révélations ne désignent pas des coupables. Elles rappellent une chose essentielle. L'affaire Epstein n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle d'un système mondialisé
où l'argent, le silence et les réseaux ont trop longtemps protégé l'indéfendable. Et même après sa mort, Jeffrey Epstein continue de révéler ce que beaucoup auraient préféré garder enfoui. Et si l'avenir de l'intelligence artificielle se jouait dans l'espace? Face à l'explosion des besoins énergétiques, les géants de la tech étudient une solution radicale: envoyer des centres de données en orbite alimentés directement par le Soleil. Un pari futuriste entre innovation et vertige. Ils sont immenses, énergivores et de plus en plus difficiles à implanter sur Terre. Les centres de données qui alimentent l'intelligence artificielle pourraient bientôt quitter la planète. Des géants de la tech et de l'aérospatiale étudient sérieusement l'idée de placer des data centers en orbite où l'énergie solaire est disponible en continu. Avec l'intégration de sa société d'IA xAI dans SpaceX, Elon Musk relance le débat. Sa vision, utiliser ces fusées pour déployer des centres de calcul dans l'espace. La start-up américaine StarCloud a déjà testé un mini-centre de données en orbite équipé de puces NVIDIA. Google prépare aussi des satellites expérimentaux d'ici 2027 dans le cadre de son projet Suncatcher. Pourquoi regarder vers le ciel? Dans l'espace, pas besoin de climatisation, pas de terre à acheter, pas de riverains à convaincre. Et surtout, un accès permanent au Soleil sans nuit ni météo. Les données seraient transmises vers la Terre grâce à des lasers entre satellites. Mais les obstacles sont nombreux. Le poids des serveurs, le coût des lancements, les radiations, les débris spatiaux. Même les géants de cloud restent prudents. Pour certains experts, tout dépendra de la croissance de l'IA. Si elle continue à exploser, l'espace pourrait devenir le nouveau cœur numérique du monde. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.